Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler attaque, assemblée et cochon. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Tous, Christine, tous. Et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire. Faites mieux. Et pour commencer, on ne peut pas ne pas parler des deux attaques ayant eu lieu à Rafah. Car en effet, ce dimanche 26 mai, un bombardement israélien a frappé un camp de réfugiés à Rafah, faisant au moins 45 morts et 249 blessés. Mais comme malheureusement les mauvaises nouvelles n'arrivent que rarement seules, c'est le mardi 28 mai que la défense civile de Gaza a annoncé qu'une frappe israélienne avait tué 21 personnes dans un camp de réfugiés dans l'ouest de Rafah. Alors pour le 28 mai, l'armée israélienne dément formellement. Et pourquoi ne pas les croire? Après tout, Netanyahou, c'est un mec de confiance. Non. Mais regarde, même pour le 26 mai, il est bouleversé. Le gars déplore un incident tragique, précisant que l'armée a ouvert une enquête tout en affirmant que l'attaque ne ciblait pas de zone humanitaire. Alors dans les faits, on pourrait potentiellement le croire. Parce que oui, depuis le début de la guerre, l'armée israélienne a découpé la bande de Gaza en milliers de petites zones numérotées. Ces zones permettant à l'armée israélienne de dire à la population de Gaza de se barrer de telle ou telle zone quand elle va être attaquée ou bombardée. Ce qui, personnellement, ne me convainc pas spécialement de la bonne foi du gars. Et ça n'empêche que dans tous les cas, il y a bombardement, attaque, victime et colonisation. Que tu fasses des jolies petites zones pour dire là c'est safe, là c'est pas safe ou pas. Et c'est d'autant plus vrai quand tu sais qu'Israël ne respecte pas forcément ses propres règles, se permettant de bombarder des zones qu'elle considère comme humanitaires s'il y a soupçon de présence de miliciens du Hamas. Ce qui veut dire que le gars fait des safe places qu'il ne respecte même pas. Surtout qu'en plus, elle génère des déplacements de population et ça sans prendre en compte les contraintes humanitaires que ça inclut. Donc ton incident tragique, ben bizarrement j'y crois moyen moi. Et dans tous les cas, que ce soit une zone humanitaire ou pas, l'événement est tragique, l'événement est mortifiant, quand on voit les dégâts humains et matériels, c'est juste inacceptable. Et ça, même l'opinion publique commence à s'en rendre compte avec des personnes qui étaient soit neutres, soit ne voulant pas donner son avis, qui commencent de plus en plus à lever la voix contre ces horreurs. Et c'est totalement normal quand tu vois ce qu'il se passe à Rafah, quand tu vois ce qu'il se passe en Palestine. Comment tu peux encore défendre le gouvernement de Benjamin Netanyahou? Alors si, il y a encore des gens qui le défendent, par exemple les Américains, étant donné qu'une enquête du New York Times a révélé que les bombes utilisées lors des attaques du dimanche 26 mai sont des bombes américaines. Et quand on voit à quel point Biden est à fond derrière Netanyahou depuis le début du conflit, est-ce qu'on est surpris? Message de la France. Non. Et quand on voit ça, quand on voit les dommages humains, matériels, quand on voit l'opinion publique qui est de plus en plus du côté de la Palestine, on se dit, mais comment il fait pour continuer en toute impunité le gars? Bon déjà, le côté les États-Unis sont de mon côté au point de me donner des armes, ça doit aider, mais il y a autre chose. Parce que ce 28 mai, The Guardian et le site d'information israélien Plus 972 ont révélé une enquête intéressante. Une enquête montrant qu'Israël a mis en place des opérations pour surveiller, diffamer et menacer les cadres supérieurs de la Cour pénale internationale, avec un objectif en tête, torpiller les enquêtes à leur encontre. Et pour vous donner un exemple, même le procureur de la Cour internationale a été espionné ces derniers mois. Et là, je vous parle pas d'une opération qui date du 7 octobre. Non, ça fait 9 ans que ça dure. 9 ans d'espionnage, de piratage informatique, d'intimidation. 9 ans pour diffamer et menacer les enquêtes de la Cour pénale internationale. Cette même enquête, dont le procureur a récemment demandé l'émission de mandat d'arrêt contre des dirigeants israéliens et du Hamas pour crimes de guerre. Et c'est le genre de truc qui peut faire comprendre pourquoi Netanyahou peut faire ce qu'il veut sans que quasiment personne lui dise stop. Benjamin Netanyahou a un projet politique. Il n'est pas dans la défense, il n'est pas dans la volonté de démocratie, il est dans un projet d'attaque et de colonisation. Et oui, vous pouvez me dire, le 7 octobre, c'était grave, c'était horrible. Et oui, c'était grave, c'était horrible. Mais je pense qu'on va être d'accord pour dire, là, c'est plus de la contre-attaque, c'est envahir la Palestine. Avec tout ce que ça inclut de morts, de blessés, de dénonciations de la Cour internationale. Et pourtant, malgré tout ça, ça n'a pas empêché Benjamin Netanyahou de longuement s'adresser aux Français ce 30 mai sur TF1. Pourquoi je suis corrompu? Putain!
c'est juste la honte pour la France. Et ça sans parler de l'insulte faite à toutes les personnes mortes ou qui souffrent en Palestine. L'invitation de Netanyahou sur TF1 montre clairement le deux poids deux mesures quand il s'agit d'Israël et Palestine. Quand on veut montrer son soutien à la Palestine, on va être diffamé, les manifestations vont être interdites, on va vous tenir des propos que vous n'avez clairement pas. Par contre, quand c'est Israël, et juste après des bombardements qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés, bah vas-y, viens sur TF1 poto, t'es chez toi, mets-toi bien. Et après on va s'étonner que la France ne reconnaisse toujours pas la Palestine avec un Macron qui essaye de faire son numéro d'équilibriste entre condamnation d'Israël, support à Israël. Je veux bien qu'on reconnaisse la Palestine en tant que nation, mais alors faut voir le pourquoi du comment, ça dépend d'un nanan, parce que clairement le mec sent que l'opinion publique commence à basculer de l'autre côté, qu'il marche sur les œufs, et c'est pour ça qu'il faut continuer notre soutien à la Palestine, qu'il ne faut rien laisser passer, parce que si la majorité de l'opinion publique est contre les agissements de Netanyahou, eh ben à force, peut-être que les États feront vraiment quelque chose. Mais bon, en France, on en est encore loin de tout ça, déjà avec Netanyahou qui passe sur TF1, mais aussi avec ce qui s'est passé à l'Assemblée. Parce que oui, ce vendredi 28 mai, l'Assemblée nationale a suspendu une séance suite au brandissement d'un drapeau palestinien par le député LFI Sébastien Delogu, et ce lors des questions au gouvernement. Et ça a foutu le bordel. Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Alors bon, c'était le bordel, ça, on pouvait s'y attendre, mais à votre avis, il s'est passé quoi pour le député LFI? Eh bien, aux surprises, non pas du tout, il a été exclu 15 jours de l'Assemblée, soit l'une des plus grosses sanctions de l'hémicycle. Et alors, plusieurs choses. Alors déjà, pour toutes les personnes comme Yael Braun-Pivet qui disent que oulala, c'est un scandale, pas de drapeau dans l'hémicycle, tout ça, toutes les personnes qui peut-être de bonne foi se diraient non mais on est dans l'Assemblée française, donc faut qu'il y ait que le drapeau français ou européen à la rigueur, mais quand même. Et ben à toutes ces personnes, j'ai envie de dire que bizarrement, on n'a rien dit à l'époque quand il y avait des drapeaux ukrainiens dans l'Assemblée. Et dans les deux cas, ils se font attaquer. Ah mais après peut-être que c'est parce que l'Ukraine c'est en Europe, donc c'est plus justifiable. Et au-delà du fait que, sérieusement, vous dites vraiment que dénoncer un massacre, c'est plus justifiable que d'en dénoncer un autre? Eh ben, ce serait oublié que Yael Braun-Pivet, qui pourtant dénonçait le drapeau palestinien du député LFI, avait elle-même, quelques mois plus tôt, un petit pins Israël avec son soutien inconditionnel. Là, par contre, on peut. Et même sans parler de ça, vous savez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale après le 7 octobre? Eh ben, l'Assemblée a été mise aux couleurs de Israël pour le soutien. Mais sinon, le drapeau palestinien n'a rien à faire dans l'Assemblée. Mais du coup, ben, si on met pas de drapeau palestinien, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, il faut peut-être pas mettre de drapeau israélien dans l'Assemblée. Et ça sur le fait que c'est quand même ultra insultant pour les personnes qui sont mortes à Rafah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les morts du 7 octobre étaient plus graves et plus importantes que celles en Palestine? Non mais tu me diras, avec ce qui se passe dans les médias ces derniers temps, c'est cohérent. Dégueulasse, mais cohérent. Et en ce qui concerne la sanction en elle-même, 15 jours d'exclusion de l'Assemblée. Sérieusement, quand tu sais qu'à côté de ça, un député Renaissance qui avait fait un salut nazi au milieu de l'Assemblée n'a eu qu'un rappel à l'ordre sans inscription au procès verbal, ce qui est quand même la plus faible sanction de l'Assemblée. Par contre, pour un drapeau, le mec est exclu 15 jours. Vous trouvez ça cohérent? Un drapeau, pour vous, c'est plus grave qu'un salut nazi? Non, mais pour des gens qui défendent Israël, c'est assez ironique. Mais attendez, parce que l'histoire du drapeau ne s'arrête pas là. Non, non, non. Et oui, parce qu'après l'incident du drapeau palestinien, c'est David Guiraud de LFI et Meir Habib de Renaissance qui ont eu une altercation. Comment vous leur donnez la parole? Comment vous leur donnez la parole? Pars-toi d'ici, toi, À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. En effet, alors que David Guiraud répondait à des questions de la presse, Meir Habib se dit que c'était une très bonne idée d'arriver à ce moment-là en invectivant les journalistes sur son collègue. Et alors, personnellement, je condamne totalement les propos de David Guiraud. Comment il ose faire ça au cochon? C'est adorable comme créature. Ah non, parce que je vous le dis, personnellement, je préfère 1000 Pumba à un seul Meir Habib. Donc déjà, force au cochon, et ensuite, pour Meir Habib, c'est plus un compliment qu'une insulte d'être comparé à un porc. Quand tu vois les opinions de merde qu'il a, le gars... Alors bien évidemment, invité sur BFM TV, Meir Habib a annoncé son intention de porter plainte, en ayant comme argumentation, je le cite, « Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. » Attends, c'est ça ton argument?
Sérieusement? Alors je vais pas remettre en doute tes connaissances sur la culture hébraïque, mais par chez moi, insulter quelqu'un de gros porc, c'est juste une insulte du langage courant en fait. Au pire, une attaque grossophobe, et ça oui, ça peut être condamnable, mais personnellement, je ne vois vraiment pas le caractère antisémite de l'insulte. À titre personnel, même si le gars était mince comme un timbre-poste, j'aurais quand même envie de l'insulter de gros porc. Même si encore une fois, ce serait pas cool pour les cochons. Non mais c'est toujours fascinant de voir que ce genre de personnes vont crier à la cancel culture, au wokisme, au fait qu'on puisse plus rien dire et tout. Mais par contre à côté, ça va trouver tous les prétextes du monde pour chialer dès qu'on les traite de gros porcs. Et enfin, pour terminer, alors ça n'a rien à voir avec le sujet, mais rappel, ce dimanche 9 juin, il faut aller voter. C'est ce week-end, c'est ce dimanche, et c'est important. Parce que selon les représentants et les couleurs politiques qui vont être élus, ça peut changer beaucoup de choses dans les décisions au niveau européen. Et même si j'ai bien conscience que parfois ça peut être désespérant, qu'on voit pas forcément l'utilité des élections à un niveau européen, parce qu'on n'a pas le sentiment que ça impacte directement notre quotidien, vraiment je vous le dis, que ce soit en termes de décisions politiques, et surtout de légitimité électorale, que ce soit en Europe, mais surtout pour les présidentielles, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'un parti fait un bon score aux élections européennes, il l'utilise comme argument pour les présidentielles, et ça sans parler du fait que la droite, l'extrême droite et une partie de la gauche que vous avez peut-être pas envie d'être représenté par elles, vont aller voter, et en masse. Alors si vous voulez pas qu'il y ait que des Bardella qui a tellement rien fait en termes de commission européenne que le gars ne connaît rien au système de scrutin européen, si vous voulez pas qu'il y ait que des Glucksmann qui sont des social traîtres d'un niveau hollandisme, pour que vos idées, vos valeurs soient vraiment représentées à un niveau européen, pour que ça change quelque chose d'un point de vue rapport de force, pour que la gauche ait des arguments pour les présidentielles, ce dimanche 9 juin, allez voter. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si l'Europe c'est de droite ou de gauche, alors je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que ça peut changer. Et ça ne tient qu'à nous que ça aille dans le bon sens. Alors le 9 mai, allez voter. Allez, salut. Tout va bien.